Durant notre échange, nous allons discuter des enjeux du numérique, de données et d'indépendance. Avant de vous poser les premières questions, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, moi je m'appelle Thomas Forêt, je suis le fondateur de Waller, qui est une start-up française, et on édite une plateforme de réseaux sociaux collaboratifs à destination des organisations, avec deux spécificités particulières auxquelles nous tenons beaucoup. D'abord, les enjeux de souveraineté numérique. Voilà, Waller, c'est une plateforme qui héberge ses données en France, qui respecte les règlements européens. Et puis, un deuxième enjeu fondamental aujourd'hui, les questions de cybersécurité. Vous avez parlé de souveraineté, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Parlons d'indépendance de la France, de l'Europe. Quel est l'avenir de la France sur les enjeux du numérique et même quel est l'avenir de l'Europe? À cette question, je vais la justifier. On dit communément dans la présentation qu'on fait qu'on a à l'ouest les GAFAM, on pourrait aujourd'hui appeler les GAMAM parce que Facebook aujourd'hui s'appelle Meta. On a à l'est les BATX et au centre, en Europe, on a l'aspect réglementaire. Nous n'avons pas donc d'entité, de groupe puissant du numérique. Donc, dans les prochaines décennies, quel est l'avenir de la France et de l'Europe? Écoutez, moi, mon avis sur ce point, c'est que si les choses ne bougent pas, eh bien, l'avenir de l'Europe en matière de souveraineté, ça va être un petit peu compliqué. Évidemment, c'est un sujet qui nous occupe particulièrement. Vous savez, les sujets de souveraineté numérique n'intéressent pas tout le monde en Europe, hein, n'intéressent pas tous les pays par ailleurs, mais intéressent fondamentalement la France aujourd'hui. On peut le voir en particulier dans cette présidence de l'Union européenne qui a été réalisée par la France. Et le thème principal, c'était la souveraineté numérique européenne. Donc je pense que nos dirigeants, parce qu'ils ont un rôle important, le rôle du politique, on va en reparler, mais est fondamental selon moi, nos dirigeants prennent conscience de ces enjeux qui sont devant nous. Donc je ne serais pas complètement pessimiste à dire que tout est perdu, je ne crois pas du tout. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est le maillon faible de la puissance technologique mondiale. Et qu'est-ce qui aujourd'hui bride l'Europe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour changer la situation et permettre d'avoir en France ou plus largement en Europe des représentants, disons puissants, permettant de faire concurrence aux GAFAM et aux BATX? Et à ça, j'ajoute, est-ce que il est nécessaire quelque part d'avoir des entreprises puissantes pour faire concurrence ou est-ce que la seule régulation comme elle existe aujourd'hui peut suffire? Non, la régulation, c'est un aspect évidemment fondamental, mais seulement législatif, et qui est en fait un principe de défense. Ce qui nous manque aujourd'hui, clairement, c'est une stratégie d'attaque. Alors, je dirais que ce qu'il faudrait, alors d'abord, j'ai pas la baguette magique, mais il est clair que quand on observe comment ces géants du numérique sont arrivés, vous l'avez cité à la fois en Asie et aux États-Unis, on voit que ça ne vient pas par hasard. C'est-à-dire que c'est toute une politique de pays qui est menée de façon nationale, ça c'est très important de le comprendre, et de façon globale. Ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la réelle politique du numérique. On est encore dans des idées d'une naïveté absolue, et en particulier en ce qui concerne les marchés. Pour moi, la, la principale, le principal champ d'action à modifier pour faire émerger en Europe des entreprises du numérique capables de perdurer et surtout de croître, c'est de mener une véritable politique de commande publique vis-à-vis des sociétés européennes. Alors en Europe, vous savez, le droit de la concurrence est très complexe. Pourquoi et finalement, on joue contre les entreprises européennes, c'est ce que l'on peut constater, parce que l'Europe a toujours, et cette fois-ci par le législateur, a toujours voulu entretenir un rapport sain de concurrence au sein de son marché. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les technologies, vous le savez bien, et ceux qui nous écoutent le constatent tous les jours, ces technologies, aujourd'hui, elles sont devenues hégémoniques, elles sont des monopoles, et nous ne sommes pas en situation de concurrence saine parce que les produits et les plateformes qui sont utilisées à la fois auprès du grand public et évidemment à la fois au sein de toutes les entreprises et des administrations sont pour la plupart des produits américains qui se sont fait une place euh, avec cette stratégie de commande publique au sein de leur propre pays et qui évidemment technologiquement sont bien plus avancés que nos propres solutions. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui la naïveté d'un rêve de marché équilibré sur la concurrence en fait se heurte à des politiques
étrangères qui, elles, sont menées avec beaucoup de protectionnisme, et n'ayons pas peur du mot. Voilà, moi je pense que l'Europe doit sortir de sa naïveté et probablement modifier ses principes, en tout cas l'application de ses principes initiaux, qui évidemment sont de bonne foi. Ça, j'en doute pas une seconde, mais il faut sortir de la naïveté. Et du coup, là, dans votre analyse, si je comprends bien, on a aujourd'hui une Europe qui est, disons, en réaction aux événements, en réaction face à ces géants du numérique. Donc, quand je dis réaction, je parle justement des solutions qui sont menées via la régulation. Mais à l'inverse, vous dites qu'il faudrait, alors, c'est une chose qu'il faut avoir, il faut être réactif et il faut mener des mesures de régulation, mais il faut également être proactif, surtout, en utilisant la puissance publique, la commande publique, pour permettre de créer au sein de l'Europe des géants du numérique. Oui, c'est une évidence. Vous savez, aux États-Unis, 50% de la commande publique est réservée aux entreprises américaines. Et Joe Biden vient d'annoncer la volonté de passer ce quota à 75%. Alors vous comprenez bien évidemment que ça, le marché américain ne va pas profiter aux entreprises européennes. Et ce marché des technologies, il est tout sauf territorial, il est aujourd'hui mondial. Évidemment, puisque les technologies, comme Internet, n'ont pas spécifiquement de frontières, et que si les uns adoptent une politique protectionniste, les autres doivent le faire aussi pour jouer dans la même cour. Voilà, moi je suis évidemment un défenseur absolu de cette sortie de la naïveté, comme je l'ai dit, mais aussi de la réémergence de ce mot interdit en Europe, qui est le mot protectionnisme. Il ne s'agit pas de nous enfermer nous-mêmes, on en est loin, c'est-à-dire qu'évidemment, les politiques protectionnistes sont beaucoup critiquées parce qu'elles sont vues comme un enfermement. Mais au niveau européen, d'abord, premièrement, c'est plusieurs États qui composent l'Europe, l'Union européenne. Il ne s'agirait pas d'un protectionnisme d'État. Il s'agirait déjà de définir ce qu'est le marché européen et de privilégier la commande européenne. Ça me paraît être tellement du bon sens que je ne comprends pas, sans avoir une lecture géopolitique plus large, que je ne comprends pas comment nous en sommes encore rendus à cette discussion qui va mettre du temps à déboucher probablement. Cependant, les efforts, je crois, vont plutôt dans le bon sens. Ça, je voudrais le dire aussi. C'est-à-dire qu'on a eu ces 5 dernières années, sans pour autant que je prenne parti pour tel ou tel parti politique, c'est pas du tout le propos. Mais en tout cas, nous avons aujourd'hui au gouvernement français des gens qui comprennent le numérique. Donc déjà, ça c'est plutôt un bon point. Il est évident maintenant qu'il faut être capable d'aller à l'étape numéro 2, qui est une étape de courage politique. Et évidemment de vision politique. On ne pourra pas faire du en même temps sur le sujet de la souveraineté numérique. Ça, c'est très important de le comprendre. Et cependant, nous avons évidemment, et on va en reparler, beaucoup d'atouts pour réussir cette transformation qui nous attend. Vous avez parlé du coup des 5 dernières années. Est-ce que concrètement, il y a des mesures qui ont été mises en place qui justement justifient le fait que vous dites que ça va dans le bon sens? Oui, alors moi je pense en particulier, vous savez, aux mesures qui touchent la cybersécurité. C'est très lié. D'ailleurs, désormais, beaucoup parlent de cybersouveraineté. Pour moi, c'est 2 sujets, évidemment. La cybersécurité, c'est un sujet très technique, un sujet régalien, ça c'est clair. Et puis la souveraineté, c'est un sujet plus large et qui parle de l'indépendance, ou en tout cas de l'autonomie, même si, évidemment, on ne peut pas parler d'autonomie à 100%, et ça encore, ce serait se voiler la face, mais enfin, on est tellement loin de ce sujet du 100% d'autonomie voilà, on peut se permettre de parler de plus d'autonomie. Sur le sujet de la cyber, ça c'est fondamental parce que, en tout cas, en France, vous avez l'ANSSI, qui est une agence de l'État et qui fonctionne très bien et qui a travaillé pendant des années sur finalement le référentiel des solutions qui seraient qualifiées comme étant suffisamment sécurisées pour héberger les données sensibles de l'État. Alors ça, c'est intéressant cette approche parce qu'évidemment, on ne parle pas tout de suite de l'ensemble des solutions, de l'ensemble des entreprises, mais on dit pour les données sensibles de l'État qui sont censées quand même rester souveraines, eh bien, on va imposer des critères de cybersouveraineté ou de cybersécurité. Et c'est ainsi que le label appelé cloud de confiance, et ce qu'il y a derrière, c'est la norme SecNumCloud,
en fait, jusqu'alors, n'était composé que de mesures techniques qui étaient déjà évidemment fondamentales, mais on vient depuis quelques semaines, l'ANSSI a publié une version améliorée du Secnum Cloud, où pour la première fois, elle fait rentrer dans ses critères de cybersécurité des critères législatifs et juridiques, puisque le critère qu'elle a fait rentrer, c'est que le système informatique concerné, qui serait qualifié, eh bien, ne puisse pas être soumis aux lois extraterritoriales. En particulier, on pense évidemment au Cloud Act ou au Patriot Act américain, qui est un sujet majeur de souveraineté, puisque c'est l'idée selon laquelle, bien sûr, les clouds ou même sur les logiciels installés qui seraient détenus et opérés par des Américains, eh bien, les USA ont tout simplement la possibilité d'aller regarder ce qui s'y trouve sans même prévenir les utilisateurs finaux. Donc, quand on pense à des sujets comme le Health Data Hub ou autres qui ont été confiés à Microsoft, par exemple, ou à la SNCF, l'ensemble des serveurs qui sont confiés à Amazon, on voit bien le problème. C'est-à-dire que ces entreprises qui sont des entreprises d'État, toutes les données de l'État sont par défaut, par définition, dites sensibles, classées sensibles. Eh bien aujourd'hui, elles ne sont pas sous une protection assurée. Donc ça, c'est un très bon exemple d'un progrès. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que cette norme de Secnum Cloud, que la France pousse auprès de ses alliés européens, ou auprès de l'Union européenne, eh bien, ça crée du débat en Europe. Il y a beaucoup d'États, ou encore malheureusement à peu près la moitié, qui ne voient pas l'intérêt de ces normes-là. En tout cas, la France agit en ce sens, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez parlé justement de données qui seraient protégées et qui ne seraient donc pas soumises au Patriot Act, au Cloud Act. Je voudrais faire référence à une affaire dont vous avez évidemment entendu parler, de l'affaire McKinsey. Et lors des auditions au Sénat, un des représentants de McKinsey disait, concernant justement ces deux législations, il n'a pas été conçu pour les sociétés comme nous. Donc, est-ce que vous avez des informations là-dessus, sachant que vous êtes, vous, un sachant, disons, sur la protection des données? Est-ce que les données qui ont été traitées par McKinsey dans le cadre de son travail avec l'État n'ont pas pu être récupérées par l'administration américaine? Bon, évidemment, ils diront pas autre chose. Ce que je me dis, c'est que ces gens-là, effectivement, pensent aux géants du numérique, ou pensent aux plateformes du numérique sur lesquelles s'applique un certain nombre de réglementations spécifiques. Effectivement, un cabinet de conseil, ça n'est pas une plateforme numérique. Cependant, les données qui sont confiées à ces cabinets, faisons preuve de bon sens. Il n'y a pas besoin d'être juriste pour comprendre que ces données, ils y ont accès. Et le Patriot Act s'applique à toutes les sociétés américaines, pas seulement aux entreprises du numérique. Donc évidemment, c'est une façon de communiquer, c'est un effet de manche qui décrédibilise ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut... Oui, il y a eu cette affaire, alors bon, qui est une affaire très politicienne, du recours, mais qui est plutôt... Ce qui est critiqué, c'est surtout l'augmentation du recours à ces cabinets. Mais c'est vrai que le fait que ces cabinets, et en particulier McKinsey, soient des cabinets américains, veut dire beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une dépendance, on ne peut pas dire le contraire, à cette intelligence américaine, intelligence dans les deux sens du terme. Et oui, on pourrait dire que l'État manque de prudence sur ces sujets. Et personnellement, si j'avais à recourir à des conseils, parce que ça peut être légitime un certain nombre de fois, j'aurais de la prudence quant aux données de l'État, et je crois malheureusement que tous ces sujets sont encore un peu nouveaux. Ce sont des sujets de contrainte, évidemment, c'est très contraignant de dire et de penser qu'on va se priver peut-être de compétences les plus excellentes et en matière de conseil et en matière numérique, puisque c'est l'argument qui nous est opposé en permanence. Mais pour moi, je le vois d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est aussi une opportunité, par la contrainte, de faire croître nos propres compétences, et à la fois en conseil, peut-être on peut passer dessus, mais surtout en technologie. Et c'est exactement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisque l'argument de l'effet immédiat, finalement c'est du solutionnisme, est un argument qu'on nous présente en permanence sur des attributions de marché à des acteurs américains, parfois même sans appel d'offres. On nous dit, ben oui, vous comprenez bien, il n'y a aucune autre entreprise qui était capable de faire la même chose. Alors moi, j'ai été auditionné il y a quelques jours par le Conseil d'État, qui commence à
à regarder ces sujets avec beaucoup d'intérêt, également par l'autorité de la concurrence. Et les deux m'ont posé la même question. Et du coup, je pose la question à mon tour. C'est est-ce que c'est crédible? Est-ce que techniquement, il y a une validité quelconque à dire que, par exemple, Microsoft était la seule entreprise capable de fournir le Health Data Hub? Moi, ma réponse, elle est claire. C'est que tant qu'il n'y a pas d'appel d'offres, tant que des entreprises, quelles qu'elles soient, américaines ou européennes ou françaises, n'ont pas eu l'opportunité de répondre à un dossier qui derrière débouche sur un marché public, et je vous le rappelle, financé par le contribuable, il ne faut pas l'oublier, eh bien on ne sait pas dire, on ne peut pas dire qu'une autre entreprise n'est pas capable de le faire, et pour moi c'est un argument malheureusement bidon de dire ça, et je pense qu'il faut lutter contre cet argument. Alors il est vrai qu'on peut, il y a certaines, on peut aller à, disons, un peu loin dans l'échelle des mesures, mais la première mesure qui s'impose, c'est faire respecter le droit de la concurrence, puisque nous y sommes tant attachés. Et voir des marchés qui sont attribués sans appel d'offres public, sans véritable concurrence, ça, c'est quand même pas très normal. Alors, je suis pas juriste, donc j'irai pas plus loin. Concernant le droit à la concurrence, ce qui était intéressant, si on se place d'un point de vue des États-Unis, lorsque Biden a été élu, il y a eu peut-être un vent d'espoir, peut-être très naïf d'avoir ce vent d'espoir, lorsqu'il a nommé Lina Khan et différents représentants commissaires à la concurrence, qui étaient très très critiques à l'égard de ces géants du numérique et qui disaient que la concurrence américaine, la réglementation liée à la concurrence américaine était obsolète. Parce que l'idée, en résumé, pour faire simple, les entreprises n'ont pas le droit d'avaler des entreprises concurrentes à partir du moment où ça a une conséquence sur les prix. C'est-à-dire que si une entreprise achète d'autres entreprises et un monopole qui a pour conséquence d'augmenter les prix, là, le sujet de la concurrence s'implique et l'entreprise réalisant de telles actions peut être amendé. Sauf qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple Facebook, des entreprises ou Google, lorsque l'utilisateur utilise ces services-là, ces services sont gratuits. Et donc, ces entreprises ne sont pas soumises aux réglementations qui viseraient à limiter leur impact. Et lorsque Biden a nommé ces personnes à la concurrence, il y a eu une sorte de vent d'espoir sur une remise en cause, un changement de la réglementation de la concurrence américaine. Et est-ce que vous pensez que la concurrence, la réglementation américaine va évoluer, ou alors elle va rester telle qu'elle est, laissant du coup un pouvoir de domination de ces géants du numérique? D'abord, je trouve ça très intéressant votre analyse. Mais je dirais plusieurs choses. C'est une analyse, mais vous le dites vous-même, qui démontre une certaine naïveté, mais qui démontre une certaine naïveté en regardant précisément le sujet juridique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les Européens sont extrêmement forts pour s'attacher, et d'ailleurs c'est une force, hein, il ne faut pas rougir de cette force véritable, pour s'attacher à la réglementation et aux aspects juridiques de cette réglementation. Moi, je pense que tout ceci n'est pas le bon angle pour la compréhension des rapports de force et de ce qui peut advenir, par exemple, vis-à-vis des États-Unis. Je pense que le seul angle qui aujourd'hui est acceptable, c'est l'angle politique. Et dans l'angle politique, les choses sont beaucoup plus simples. Les choses peuvent se comprendre sans être un expert. Et il est clair qu'aujourd'hui, les États-Unis, on le voit, subissent à l'intérieur de leurs États, de la contradiction quant à l'hégémonie des GAFA, en particulier Facebook, qui a été beaucoup secoué. Bien grand bien leur face. Franchement, si on compte sur les législateurs américains pour assainir la situation en Europe, là encore, c'est une naïveté, mais infinie. Jamais pour moi les États-Unis ne remettront en question leur puissance vis-à-vis du monde. Ils ont construit leur pays comme ça. Et donc ce serait mal comprendre les États-Unis que de vouloir, de s'appuyer finalement comme des gens, des États soumis en réalité, et de regarder précisément leur propre débat démocratique interne en pensant que ça va nous servir. Jamais. Ça, je pense qu'il faut absolument quitter cette vision-là. Évidemment, ils vont devoir régler un certain nombre de problèmes en interne, mais ça les regarde. Ça n'entache en rien, ça ne devrait entacher en rien le courage politique et la vision que nous devrions mettre en œuvre dès maintenant, qui est clairement de se poser la question de notre autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Et alors déjà,
déjà la complexité, vous voyez, de la relation géopolitique qui s'impose, mais cette complexité, nous en avons une autre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe. Nous n'avons pas de gouvernement européen. Nous sommes une union d'États qui devons travailler ensemble, mais pour autant, la souveraineté en ce qui nous concerne, c'est la souveraineté de la France, c'est pas autre chose. Alors déjà, on a ce sujet-là. Évidemment, on peut penser que si les choses sont harmonisées en Europe, ça pourra bénéficier aux États européens, on l'espère. Mais le sujet est extrêmement complexe et ne nous détournons pas de nos propres devoirs et de nos propres politiques. Le sujet est absolument politique et déjà mener une union dans l'Europe, c'est déjà un débat et un combat, je crois, qui est fondamental. Et nous ne devons pas nous détourner de ça. Nous ne devons pas penser que Biden est plus gentil que son prédécesseur. On voit l'inverse, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, Biden, il veut rehausser à 75% l'attribution de la commande publique auprès des entreprises américaines. Alors si on avait besoin d'un signal plus fort encore, franchement, ce serait difficile à trouver. Vous avez partagé un article il y a quelques semaines, un article de Mathieu Bourgeois, qui est un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, et qui déclare dans cet article la souveraineté et la capacité de présider à ses destinées en décidant seul. Deux points, c'est l'antithèse de la vassalité et de l'esclavage. Quand Ah on, oui, c'est bien dit, hein, c'est quand bien on parle dit. justement de l'affaire, on a parlé de l'affaire McKinsey concernant les données récoltées et qui peuvent être utilisées par l'administration américaine, mais parlons également, il y a presque maintenant 10 ans, je crois, de l'affaire Snowden, avec le vol d'informations, les données. Est-ce que ces affaires-là montrent pas quelque part notre, allez, pour être cru et dire les choses clairement, notre vassalité vis-à-vis de l'Amérique? Oh ben, il est certain que cette vassalité, elle est de plus en plus grande. Pour une simple raison, c'est qu'elle se base effectivement aujourd'hui en grande partie sur l'évolution des technologies et que c'est pour cela que ce sujet de la souveraineté technologique, hein, plus large que numérique, mais enfin bon, grosso modo, disons les choses comme ça, est si fondamental aujourd'hui. Moi, je pense que, enfin, je vais me répéter, mais nous sommes nous devons quitter absolument cette naïveté et trouver un courage politique. Nos politiques doivent le comprendre. Ça c'est important c'est important de le savoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les freins. Qu'est-ce qui empêche autant d'affirmations. Vous voyez, moi j'affirme ça de façon très très Libre. importante puisque voilà, c'est ma conviction, mais c'est vrai que quand on regarde les femmes et les hommes politiques affirmer avec autant de conviction cette urgence absolue de ne plus être les vassaux numériques et technologiques des États-Unis, ça mérite un peu réflexion et il faut comprendre pourquoi. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs freins à cela. D'abord, il y a une méconnaissance technique ou technologique. Ces technologies, de fait, elles adviennent aujourd'hui, elles sont toutes très récentes et elles évoluent chaque jour. Et il est normal que nos responsables politiques ne soient pas des experts de la technologie. Il ne faut pas leur reprocher ça. Je pense qu'un travers que nous pourrions avoir, nous, vous comme moi, qui connaissons un petit peu ces sujets, ça pourrait être un travers. Et je l'ai vu je l'ai entendu dans toute cette campagne présidentielle. J'ai entendu beaucoup de critiques en disant mais finalement le sujet des technologies n'est pas un sujet très abordé par nos candidats. Il faut se méfier de cette tendance à diviser toujours sur notre propre sol. Je pense que si nos politiques n'ont pas toutes les clés de compréhension immédiate parce qu'ils doivent être à la fois experts de tout, experts de la santé, on l'a beaucoup vu, experts de la politique des transports, experts de l'écologie, etc. Vous voyez. En revanche, il faut aider ces politiques-là à mieux comprendre les enjeux et à les simplifier. Je pense qu'un travers aussi,
et, et de voir émerger peut-être un certain nombre d'égos qui s'autoproclament les meilleurs conseillers technologiques, mais qui en réalité ne sont que des parleurs. Et je ne pense à personne en particulier, très honnêtement en vous le disant, mais je pense que c'est un écueil absolu. Il faut faire preuve vraiment d'union là-dessus auprès de notre pouvoir politique qui a besoin des gens qui comprennent et qui font ce métier. Donc, il y a besoin d'ingénieurs, de gens de la société civile, de personnes qui ont dirigé des cabinets de conseil, de tous les métiers, de l'industrie évidemment, et puis du pur numérique aussi. Je pense qu'un deuxième écueil aussi, et je vais me répéter, c'est finalement la crainte de l'indépendance, la crainte de la perte de pouvoir, mais qui vient d'ailleurs du premier point, c'est-à-dire de l'ignorance technologique. Un des écueils à combattre, c'est la pensée qui consiste à dire que si nous nous opposons trop aux forces, aux États-Unis par exemple, eh bien nous serons sans ressources, nous ne serons pas capables par nous-mêmes de nous relever. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est faux. Et pour le prouver, on a vu certains États, évidemment, et je pense à la Chine en particulier, qui a décidé de prendre son indépendance technologique et qui, en 10 ans, a réussi à rattraper le niveau technologique américain, qui pourtant avait Et de quelle probablement manière 20 justement ou 30 la ans Chine a pu d'avance. rattraper Alors évidemment, la le Chine n'est modèle pas américain? forcément le meilleur exemple en termes de régime politique, ça je le conçois absolument, mais d'un point de vue purement technique, purement stratégique, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Le retard qui est aujourd'hui clair et net, tout le monde le constate, tout le monde le voit, n'est pas un retard, selon moi, irrattrapable. Quand vous parlez de la méconnaissance peut-être des politiques, alors je me dis peut-être que les politiques n'abordent pas autant les enjeux, les sujets liés au numérique, peut-être parce que les citoyens ne s'accaparent pas le sujet, ne sont pas autant intéressés par ce sujet-là. Évidemment, je pense que les politiques parlent des sujets qui intéressent les citoyens, et quelque part, plus les politiques en parlent, et plus ça intéresse les citoyens, donc il y a un côté autoréalisateur. Mais je vous dis ça aussi pour montrer que aussi les politiques sont, avant d'être politiques, des citoyens. Et en termes d'engagement citoyen sur le sujet du numérique, il y a ce qu'on appelle le privacy paradox, et je vais vous laisser l'expliquer, développer davantage, qui dit que justement les citoyens sont intéressés par les enjeux du numérique, mais quelque part ne savent pas comment agir, ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants, et sont quelque part dépourvus de moyens d'action. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de ce que nous avons parlé sur l'aspect régulation, sur l'aspect création, puis l'intermédiaire des puissances publiques, de deux géants du numérique, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire également auprès des citoyens? C'est un travail fondamental à réaliser, ça vous avez entièrement raison. Alors, deux choses. D'abord, vous avez raison de dire que n'importe quel citoyen, y compris les représentants politiques, n'ont pas nécessairement à connaître tous les enjeux, tous les tenants et aboutissants techniques qui sont sous-jacents à ces enjeux politiques. Mais la deuxième chose, je dirais, c'est d'abord, il ne faut pas prendre le peuple pour un imbécile. Ce que le peuple fait lorsqu'il vote pour ses représentants, c'est qu'il leur confie précisément cette gouvernance. Évidemment, tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être ministre du numérique, c'est une évidence. En revanche, comme je vous l'ai dit avant, je pense que dès lors que l'on va sur des sujets très techniques, on peut se perdre très facilement. C'est comme sur les sujets de santé en réalité. Tout le monde n'est pas médecin. Et on peut se perdre très facilement. Mais l'enjeu fondamental d'autonomie et de souveraineté, ça c'est un enjeu que tout le monde peut comprendre. Pour revenir sur le privacy paradox là que vous évoquez, c'est plutôt, moi je dirais la conséquence du manque de politique ou du manque de vision qui a été opéré. On ne peut pas reprocher aux citoyens d'utiliser un iPhone, d'utiliser Facebook, d'utiliser WhatsApp, d'utiliser Google. On ne peut pas lui reprocher ça. Si on lui fait ce procès, alors on part vraiment dans une espèce d'anti-démagogie qui serait pire que la démagogie elle-même. Ce qu'on demande aux politiques, c'est d'orienter la vision pour les années qui viennent. C'est de faire en sorte que le marché technologique puisse faire grandir des entreprises du sol français et du sol européen. C'est ça qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'on lui demande pas une rupture
Évidemment, les gens utilisent les applis que je vous ai citées, et tout le monde. Et mais on peut tout de même se battre pour une souveraineté numérique et à la fois, de façon consciente, utiliser ces services. Voilà, moi je pense qu'un écueil, encore une fois, à éviter, c'est de prendre le citoyen pour un imbécile. Il n'est pas un imbécile. Et moi j'ai une grande confiance, si vous voulez, dans la nation. Euh, voilà, avec chacun son bon sens, vous savez, le bon sens du paysan. C'est bête comme chou, hein, vous savez, tout le monde, ça c'est ce que je vois aussi depuis 2-3 ans, ces discussions, nous, qu'on appelle de souveraineté, viennent quand même dans les discussions de famille, viennent aux terrasses des cafés, voire au comptoir des bars. Je l'ai constaté moi-même, hein. Ce sont des discussions citoyennes maintenant. Et c'est pour ça que je pense que l'éveil des consciences est fondamental et il est évident qu'un des rôles du politique, ou je dirais même de tout citoyen un peu engagé sur ces sujets, c'est de faire de la pédagogie. C'est de raconter, comme je le fais là par exemple, et comme beaucoup le font par ailleurs, c'est de donner du recul, un recul nécessaire voilà, pour faire vivre la démocratie. Alors si on arrive sur le terrain de la démocratie, je voudrais pas vous couper l'herbe sous le pied sur une question future, mais le problème, c'est que ces technologies aujourd'hui jouent contre la démocratie. Allez-y, de quelle manière justement ça joue contre la Alors, démocratie? c'est ce qu'on a vu, ce que l'on voit en permanence. C'est l'effet de bulle des réseaux sociaux, voire même des moteurs de recherche. C'est le scandale. S'il y a quelque chose d'un peu symbolique, le scandale Cambridge Analytica qui a montré que par le biais de Facebook, des forces politiques pouvaient précisément manipuler des foules et manipuler des foules de façon très granulaire, c'est-à-dire quasiment une personne par une personne. Donc ça, c'est un danger, clairement, et je crois que ça, c'est Bruno Le Maire qui l'avait dit. C'est une phrase que j'ai retenue et que j'ai trouvée finalement, assez courageuse, où il disait que les GAFA étaient les adversaires des États. Et ça, c'est un sujet, peut-être que c'est le sujet le plus grave. Il est peut-être plus grave même que le sujet de la souveraineté, et même que le sujet de l'économie, finalement. Parce que quand les GAFA contreviennent finalement au bon déroulement démocratique, participent à une influence nauséabonde ou participent à la diffusion des fake news, là, clairement, on est sur un sujet où on comprend que la régulation dont nous parlions au départ est fondamentale. Et on ne doit pas attendre pour faire cette régulation. On doit la faire maintenant. Et en ce sens, vous comprenez bien que je n'oppose pas une stratégie politique qui pourrait être plus courageuse en matière de croissance économique de nos solutions souveraines, mais je ne l'oppose pas à la régulation et à la réglementation qui doivent être absolument des chantiers prioritaires, et je crois que c'est le cas. Pour citer une nouvelle fois Mathieu Bourgeois, là, donc, dans l'article que vous aviez partagé, et qui fait écho à ce que vous venez de dire, il dit dans cet article, dans certains cas, les GAFAM connaissent mieux leurs utilisateurs que les États ne connaissent leur propre population. Qu'est-ce que ça Oui, vous évoque? c'est une évidence. Ils connaissent même mieux leurs utilisateurs que nos propres femmes et nos propres maris. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Vous savez, c'est le produit même du modèle économique lié à, à la revente des données personnelles. C'est ce qu'on appelle aussi les métadonnées secondaires. C'est tout ce que, en particulier, les plateformes comme Google ou Facebook connaissent de vous, c'est-à-dire tout. Elles savent ce que vous lisez, elles savent les contenus qui vous intéressent, elles connaissent les sites sur lesquels vous allez alors que même que vous ne le dites à personne. Elles connaissent votre historique YouTube, elles connaissent vos habitudes, elles connaissent votre poids, votre âge, probablement, et elles corrèlent tout ça. Donc c'est juste une évidence, et plus qu'un État, encore plus, surtout surtout vis-à-vis d'États protecteurs comme le sont un certain nombre de démocraties, où l'État n'a pas forcément une vocation à connaître parfaitement l'ensemble de ses citoyens, et c'est même l'inverse, hein. Vous savez que la protection de la vie privée, c'est quand même un sujet fondamental pour nos démocraties. C'est quand même si on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme, un droit fondamental. Donc le fait que des puissances effectivement s'ingèrent dans la vie privée de l'ensemble de leurs utilisateurs est un problème majeur,
et évidemment a pour conséquence tout ce que nous avons dit avant, et en particulier l'influence, ou disons le travestissement, je ne sais pas si ça se dit, de la démocratie, mais aussi toute cette capacité d'addiction que nous avons vis-à-vis de ces plateformes qui sont conçues pour cela, qui sont conçues pour retenir l'utilisateur, la rétention de l'utilisateur et la rétention de l'attention, qui sont aussi des sujets majeurs et qui sont tout simplement l'induction de ces modèles économiques qui ne visent qu'à faire du bénéfice sur cet or noir qui, comme Mathieu Bourgeois le dit, n'est pas aujourd'hui... enfin, il dit que ça passe sous le radar des autorités de la concurrence parce que une société qui ne fait pas un chiffre d'affaires en corrélation avec sa valorisation, c'est qu'elle, en réalité, sa valorisation, elle est basée sur cet or noir caché que sont les données de l'utilisateur. Et d'ailleurs, une de ces mesures, une de ces propositions de mesures, c'est de considérer la valeur des données personnelles au même titre que l'on considère le chiffre d'affaires ou autre dans la surveillance des rachats de sociétés, etc. Donc c'est vraiment, oui, Mathieu Bourgeois avec tout son cercle de la donnée, et puis ils ont travaillé avec l'ANSSI aussi, avec l'Agora 41, on fait un travail remarquable, effectivement, qu'on a souhaité nous mettre en avant, de propositions politiques pour la souveraineté numérique. Et c'est vrai que c'est assez radical ces solutions sont assez radicales. Est-ce que vous pouvez revenir quelques instants sur l'idée de démocratie dont vous avez commencé à parler, et notamment les conséquences sur l'aspect liberté, et aussi lorsque vous avez parlé de bulle, et sur le fait que l'individu est entretenu dans une bulle, dans un courant de pensée. Alors tout de suite, ça fait écho évidemment à Facebook, sur le fait que lorsqu'on est sur Facebook, sur son fil d'actualité, lorsqu'on reste quelques secondes à regarder le titre, le temps indiqué rester à regarder ça est enregistré. Lorsqu'on clique sur le lien, tout de suite, ça va permettre à Facebook d'avoir l'information comme quoi ce sujet nous intéresse. Lorsqu'on met un j'aime, ça renforce justement l'intérêt de ce sujet. Et donc, par la suite, Facebook va proposer du contenu qui sera similaire. Et donc, on est à ce moment-là entretenu dans cette pensée. Oui, c'est ce que vous venez de décrire. Ça part de l'objectif de ces plateformes de rétention des utilisateurs. Donc ça c'est évident. Et deuxièmement, alors pourquoi ils ont besoin que les utilisateurs restent sur les plateformes? Tout simplement pour leur proposer de la publicité le plus possible. Le modèle est là. L'effet des algorithmes que vous avez très bien décrit, c'est effectivement la constitution de bulles d'information ou de bulles même, on dirait, d'opinion. Et je pense que les auditeurs qui écoutent aujourd'hui ont tous constaté qu'en période électorale, eh bien, sans trop le vouloir ou sans trop savoir pourquoi précisément, ils voyaient en permanence sur les médias sociaux des nouvelles peut-être soit confortantes, soit non, mais en rapport toujours avec leurs opinions. Et nous n'avons pas aujourd'hui sur Internet de système global qui en fait nous assure une neutralité algorithmique. Ça, c'est important. Alors nous, c'est ce que nous faisons avec Waller. Waller, c'est un outil de réseau social que beaucoup de gens peuvent utiliser, et nous assurons la neutralité algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bulle qui se crée, je dirais, à l'insu de l'utilisateur. On le voit aussi sur Google, peu de gens le savent, mais les recherches qui sont tapées et qui sont proposées, les résultats qui sont proposés à l'utilisateur dépendent évidemment de sa navigation. Et même si l'utilisateur a un compte Google pour Gmail ou pour autre chose, se base sur l'ensemble de tout ce qu'il fait. Il suffit juste qu'il ait Waze dans sa voiture, qui est détenu par Google, pour que Google sache où il habite et donc ce qui peut l'intéresser, analyse ses trajets, etc. C'est assez vertigineux quand on commence à rentrer dans ce que savent en réalité ces GAFA. Faites l'expérience, tapez une recherche à la fois sur votre navigateur traditionnel, et puis ouvrez une session de navigation privée, faites la même recherche, vous verrez que les résultats diffèrent. Et Google, c'est la première bulle d'information. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est très pratique parce que bien souvent, quand on cherche quelque chose, on trouve ce qu'on cherche. Un moteur de recherche
qui vous proposerait des résultats similaires à n'importe qui, vous auriez l'impression que ça fonctionne moins bien. Vous auriez l'impression que, oui, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Vous voyez, il y a un exemple que je peux donner. Si vous cherchez Arsenal, le mot Arsenal sur Google, bon, vous allez tomber, si vous êtes fan de sport ou de foot, vous allez tomber sur le club de foot. Si jamais vous travaillez chez DCNS, vous allez tomber sur l'Arsenal militaire. Vous voyez, et c'est un bon exemple, simplement pour faire comprendre. Donc, on a un vrai sujet de neutralité. On a un vrai sujet aussi, non pas seulement parce que ces algorithmes rendent un bon service à l'utilisateur. On a un sujet parce que on ne connaît pas l'algorithme. Et on ne peut pas prétendre d'ailleurs à connaître l'algorithme. C'est-à-dire que c'est pas un algorithme simple. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, basé sur probablement des milliers, voire plus de critères. Enfin, certains disent qu'il faut publier les algorithmes. Je vois ça un peu dans les sujets de réglementation qui même sont débattus aujourd'hui à l'Union européenne. C'est une naïveté. C'est une naïveté. Les GAFA ne publieront jamais leurs algorithmes. Par ailleurs, ils évoluent en permanence, ces algorithmes. Et puis, avec l'avènement des technologies d'intelligence artificielle, on serait probablement dans l'incapacité pure de produire une compréhension simple d'un algorithme. Mais vous avez raison, ce problème, il est majeur parce que ça nous échappe. Et là, on revient effectivement au sujet de la souveraineté. Si les choses nous échappent, alors c'est que nous n'en sommes plus maîtres et nous en sommes les vassaux. Et comment, intellectuellement, juridiquement, ce sujet, on peut le prendre en compte? Parce que, effectivement, lorsqu'on va sur Google ou même sur Amazon, par exemple, lorsqu'on fait une recherche, si la recherche, le contenu proposé par Amazon est en lien avec ce que nous cherchons, mais aussi ce que nous avons cherché précédemment, il y a une probabilité que ça réponde à notre attente qui est supérieure à s'il y avait une recherche, disons, qui était neutre, dans le sens où que ça soit la même pour la même offre pour l'ensemble des utilisateurs. Comment on se place à se dire, c'est confortable d'avoir ça, mais effectivement, d'un point de vue de nos libertés, en conséquence, c'est très compliqué. Pour moi, c'est une chimère de se battre contre ça. Alors, certains le feront et le feront probablement mal parce que se battre contre des géants sur lesquels nous n'avons finalement que très peu d'emprise et qui ne laisseront très peu d'emprise, c'est illusoire. Pour moi, la solution, elle réside dans la capacité, non pas de réguler cette fois-ci, mais c'est-à-dire de défense, mais plutôt d'attaque, et elle réside évidemment dans le fait de faire advenir des technologies européennes. Ou des technologies françaises, si vous voulez. Alors peut-être que nous aurons les mêmes débats, mais au moins, ce sera sous législation française. Ce sera nos juridictions qui pourront régler les problèmes, mais nous aurons probablement les mêmes problèmes. Et ce sera de bons problèmes, en quelque sorte. Mais le sujet majeur n'est pas de se plaindre en permanence. Le sujet majeur est de voir comment, sur notre sol, on peut faire émerger des technologies qui nous soient plus proches, qui nous soient aussi culturellement plus proches, et que nous puissions maîtriser juridiquement. On parle de développer des entreprises, des géants du numérique sur le sol européen. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a Mark Zuckerberg qui annonce le projet du métaverse il y a quelques mois et qui sera donc utilisé en cas de réussite lors des prochaines décennies? La puissance de ce projet, quel est l'avenir du coup des utilisateurs européens, de l'Europe même, des sujets liés à la protection des données, sur un jeu de souveraineté? Quelle est la riposte potentielle qui est à faire face à un projet qui s'annonce révolutionnaire en termes d'utilisation, en termes d'influence sur les mœurs, d'impact sur les vies des citoyens? Ce qu'il nous faut, c'est du courage politique, je le répète depuis le début. Il nous faut du courage politique. Alors, sur le sujet du métaverse, ce qu'on peut dire, c'est que Zuckerberg est un très bon stratège, quasiment militaire, et il a bien compris que la technologie avait de l'avance sur la législation, sur la régulation. Évidemment, la régulation avance, on le voit bien, et comprend de mieux en mieux des problématiques qui sont installées depuis 10 ans, en particulier les réseaux sociaux. En proposant ce métaverse, il va prendre une avance considérable s'il le réalise et si les gens adhèrent. Il va prendre une avance considérable sur la législation et donc aura à nouveau, en termes de puissance, une avance qui sera très difficilement rattrapable immédiatement. Moi, je suis effrayé par ce projet du métaverse. Je suis effrayé pour des raisons très humaines.
parce que je n'ai pas envie de voir mes enfants accaparés d'un masque de réalité virtuelle permanente. Je veux simplement qu'ils aient la chance de pouvoir connaître ce qu'est le réel, la relation réelle. Et le sujet du métaverse finalement nous fait comprendre que le projet qu'il y a probablement beaucoup derrière beaucoup de dirigeants de la Silicon Valley est un projet qu'on appelle transhumaniste. C'est un projet démiurge. La création d'un univers qui remplace l'univers réel et physique, c'est avant toute chose une question philosophique. Ça n'est plus, cette fois-ci, une question juridique, plus du tout. Et d'ailleurs, les questions juridiques que ça posera seront d'une complexité encore plus forte si jamais ces technologies adviennent et qu'il faudra bien finir par résoudre. Ce que je pense dans l'action, c'est qu'il faut mener dès maintenant une politique de courage avec une vision objective d'indépendance. Il est grand temps que l'Europe et la France, puisque nos moyens démocratiques sont ceux de notre pays, s'affranchissent de ces technologies. S'affranchissent non pas en disant qu'on va les interdire ou quoi que ce soit, hein. Ça, ce serait un peu extrême. Mais enfin, on pourrait arriver là. Mais on pourrait en reparler une autre fois. Mais s'affranchissent de ces technologies en créant ses propres technologies, c'est-à-dire ce qu'on appelle la troisième voie du numérique, c'est la voie d'un numérique plus européen, tout simplement. Voilà. Alors après, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'est un génie? Il y a tout ça aussi, hein, vous savez. Moi, je pense toujours au mythe d'Icare, où Icare monte et veut voir le soleil et monte si haut que ses ailes en cire finissent par fondre. C'est le mythe du démiurge. Il est clair, à mon avis, qu'un jour, le retour de bâton sera terrible pour ces gens-là. Mais en tout cas, on n'y est pas là et c'est un grand danger qui, effectivement, s'offre à nous. Et je ne ferai pas partie de ces personnes béates qui disent qu'il nous faut un métaverse européen. Quelle bêtise, quelle bêtise. Reproduire sans cesse ce qu'ont déjà fait les autres depuis tant d'années, c'est toujours être en retard. C'est toujours être soumis. C'est toujours être, encore une fois, dans la vassalité. C'est ce que j'allais vous dire lorsque vous parlez de courage. Quand on a l'idée de créer des géants du numérique européens, au lieu d'avoir par exemple Google, mais d'avoir une alternative européenne à Google, au lieu d'avoir Facebook, d'avoir un réseau social européen, et qui serait dans l'avantage des citoyens européens dans les sujets liés à la protection des données. Mais là, ça fonctionne lorsqu'il y a justement une alternative qui est proposée. Là, dans le sujet du métaverse, effectivement, il y a un enjeu philosophique à savoir est-ce que nous voulons passer concrètement notre vie à travers un regard réel, c'est-à-dire la réalité, et non la réalité virtuelle, ou à l'inverse, un univers qui n'existe pas mais qui n'est que virtuel. Mais que faire justement sur le sujet du courage, quand vous parlez de courage, en dehors de proposer justement quelque part un métaverse européen? Est-ce qu'il est possible de refuser ou d'inciter les Européens à ne pas se conformer à ce projet du métaverse? Mais ça, c'est une problématique de l'année 2022. Ça n'est pas la problématique de l'avenir. Si nous réussissons à créer des conditions beaucoup plus favorables à l'émergence de technologies européennes, nous ne nous poserons plus ces questions. Et nous saurons, nous, imposer des technologies au monde. C'est ça l'ambition qu'il faut avoir. Quand je parle de courage, je ne parle pas seulement de courage ponctuel. Je parle du courage de l'ambition. C'est-à-dire qu'il faut renverser le sujet. Ces sujets, ils vont encore nous alimenter pendant probablement beaucoup de temps. Et puis, honnêtement, je ne désespère pas, mais pourvu que ce soit un temps le plus court possible. Mais ces sujets n'existeront plus ou ne seront qu'à la marge lorsque nous aurons réussi à faire émerger des technologies. Et c'est la raison pour laquelle cette politique de favoritisme, disons les mots, et de protectionnisme vis-à-vis de nos entreprises locales et surtout, je dirais nationales, en ce sens qu'elles ne sont pas américaines implantées en Europe, eh bien ça pourrait changer tout. Ça pourrait d'abord, évidemment, bâtir un tissu économique qui est en transformation absolue. Les métiers qu'il y a aujourd'hui, la plupart n'existeront plus dans 10 ans. Quasiment tous les métiers seront des métiers liés peu ou prou aux technologies, y compris les métiers des transports, y compris les métiers liés à l'écologie et à l'énergie, tous les métiers, y compris les métiers de services de proximité, ça on le voit déjà beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est temps en réalité de mener une politique probablement très agressive, très unie en Europe, et je pense que c'est ça le premier enjeu, pour permettre la réalisation, ou plutôt l'expansion, parce que vous n'imaginez pas le nombre de PME qui existent, qui, si elles avaient de la commande, si elles pouvaient participer à des appels d'offres publics, si elles étaient d'une façon ou d'une autre privilégiées vis-à-vis des États-Unis,
Et vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises et de génies en France qui existent et qui pourraient faire des choses bien plus rapides et bien plus innovantes que ce qu'on nous sert en permanence. La France en particulier a ceci de génial au sens propre du terme. Nous avons une créativité sans fin et nous avons au corps quelque chose qui nous embête en permanence, mais qui, à mon sens, peut renverser la table aussi. C'est cet attachement à la solidarité, cet attachement à l'égalité, cet attachement au respect de la vie privée, à la défense. Vous voyez, toutes ces valeurs-là qui sont plutôt traditionnellement dites de gauche, quoique les choses explosent un peu, elles peuvent être aussi notre force. Elles peuvent dessiner, c'est ce qui a fait la Révolution française, elles peuvent dessiner l'autonomie européenne, conjuguée évidemment au savoir-faire et aux compétences qui ne demandent qu'à s'exprimer. Voilà, donc moi je fais partie, comme vous pouvez l'entendre, des optimistes, mais à la fois des combattants, parce que ces messages-là, ils ne sont pas dits, ils ne sont pas prononcés. Ce qu'on entend sur la technologie, c'est beaucoup de constats négatifs, des gens qui s'apitoient en permanence, et des mesures effectivement légères. Tant que nous aurons c'est pour ça que je vous parle de courage politique depuis tout à l'heure, et je le répète encore une fois, parce que c'est en martelant qu'on finit par faire passer un message. Mais ce courage-là, il n'est pas inabordable. Mais effectivement, il demande de réécrire probablement le logiciel politique que nous menons depuis l'après-guerre en réalité, et qui a été un logiciel politique tout à fait compréhensible, qui visait en premier lieu à l'entente des peuples, évidemment à la paix mondiale, et voilà, toutes ces choses-là. Mais nous devons faire évoluer notre logiciel pour comprendre que si nous ne défendons pas nos intérêts, alors d'autres seront ravis et sont ravis de défendre les leurs. Et certes, ce sont nos alliés, ça, il n'y a pas de souci, mais ce ne sont pas forcément nos amis. Pour revenir à la question précédente que je vous ai posée, et si je comprends bien votre réponse, vous dites que quelque part, on se pose le sujet du métaverse et les craintes qu'il peut y avoir, aussi parce qu'on regarde beaucoup du côté de l'Amérique, des États-Unis, parce que justement, en interne, au sein même de l'Europe, il y a peu de perspectives. Oui, effectivement. En tout cas, c'est la facilité. C'est la facilité qu'ont les décideurs à choisir ce qui est immédiatement disponible. C'est la facilité aussi du solutionnisme qui est notre plus grand ennemi aujourd'hui. Je pense que... Mais encore une fois, ne nous trompons pas de cible. La cible, ce ne sont pas ces décideurs-là. Il faut renverser nos raisonnements et considérer et croire en nous en réalité. Vous voyez, moi, ce que je vous raconte là et ce que je raconte en permanence, c'est peut-être une croyance désespérée dans la capacité française en particulier à réémerger dans un monde qui a rebattu absolument toutes ses cartes de puissance, et en particulier avec ce monde du cyber qui est là, qui est omniprésent dans nos vies maintenant, et où la France a toutes ses forces, a toutes les forces pour réussir. Vous l'avez fait à plusieurs reprises lors de notre échange. Vous avez parlé de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez en parler davantage, parce que elle est, je trouve, d'intérêt public. Depuis le début de l'entretien, on parle d'indépendance, de souveraineté, donc ça va dans ce sens. Donc vous pouvez en parler. Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des soutiens de la part de politiques, de la part du gouvernement français, de la part des institutions européennes, qui vous permettraient justement de vous développer? Oui, alors tout ce que je vous raconte, parce que vous pensez que je ne vous parle pas de Waller en vous parlant, mais c'est faux, parce que tout ce que je vous raconte, c'est exactement ce que j'essaie de traduire en action, et que je traduis en action chaque jour. Nous, Waller, nous construisons depuis 10 années maintenant une solution européenne de réseau social fait différemment des autres. Nous ne sommes pas une copie conforme des réseaux sociaux existants. Les mécaniques sur Waller de communauté, de profil, tout ça, c'est absolument pas la même chose. On a conçu Waller pour protéger d'abord, initialement, la vie privée. Ça, c'est vraiment le projet initial. Et puis, en avançant, on s'est rendu compte, parce que nos utilisateurs nous l'ont dit et nous ont éclairé sur ce sujet, que ce sujet de la protection, évidemment, il ne s'arrêtait pas à la vie privée. Il allait aussi beaucoup sur ces sujets émergents de souveraineté, la souveraineté des entreprises, vous savez, la protection des brevets, la protection industrielle, toutes ces choses-là, qui finalement nous donnent à penser aujourd'hui que des briques de communication modernes qui à la fois assurent à leurs utilisateurs
une parfaite confidentialité et surtout une parfaite maîtrise de leur diffusion est un point fondamental, est un point à ce point fondamental qu'il n'existe que très peu par ailleurs. Il existe, on le voit un petit peu dans les messageries privées, puisqu'on a vu un certain nombre d'applications mobiles de messagerie qui ont utilisé le chiffrement de bout en bout pour préserver le secret des correspondances, pour être clair. Mais nous, notre projet de plateforme de réseau social et collaborative, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est d'aller dans le quotidien des organisations, de ceux qui travaillent, de ceux qui créent, de ceux qui inventent des choses, pour que ça ne leur échappe pas, pour que tout ce qu'ils font chaque jour ne soit pas copié immédiatement par d'autres personnes, parce que la propriété de leur création, c'est ce qui a le plus de valeur. Voilà, et c'est ça que nous faisons. Donc, nous avons développé une plateforme qui est aujourd'hui utilisée par près d'1 million de personnes, qui est utilisée aussi essentiellement par beaucoup d'organismes, beaucoup d'entreprises, des écoles, des institutions, en équipe d'ailleurs, en grande partie l'État français sur un certain nombre de domaines, mais les domaines sont extrêmement vastes. Est-ce que les politiques nous écoutent? Oui, je crois. Est-ce qu'ils nous soutiennent dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire? Mais si tout était parfait, croyez-moi, je ne serais pas en train de vous rebattre, de vous rabattre les oreilles à vous dire en permanence qu'il faut du courage politique. C'est évidemment que je pense que ce courage politique n'est pas encore là. Alors il y a effectivement des choses positives qui adviennent. On n'est pas face à un mur. Je suis ravi d'être français plutôt qu'allemand, parce que vous savez qu'en Allemagne, ils en ont strictement rien à faire. La vassalité américaine, pour eux, c'est quasiment une seconde nature. Donc évidemment, je suis plutôt content d'être français en l'occurrence sur ce point. Mais beaucoup reste à faire, parce que vous n'imaginez pas non plus la puissance des lobbies. Nos concurrents sur un certain nombre de marchés, c'est Facebook, Google et Microsoft. Microsoft énormément, qui pratiquent un commerce absolument détestable, qui d'ailleurs aujourd'hui est mis en cause auprès de la Cour européenne sur ces sujets de concurrence déloyale. Par exemple, vendre gratuitement un produit qui est payant, des choses qui devraient être strictement interdites. Et on voit en tout cas que ça prend beaucoup de temps, et je pense que c'est un combat qui ne se mène pas simplement en 2-3 ans, mais qui peut prendre, oui, quelques décennies. Voilà, mais ce projet de Waller, moi, que je le porte avec mes tripes, comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, mais je le porte surtout, avant tout, avec beaucoup d'endurance et beaucoup de constance, parce qu'il le faut. Merci beaucoup Thomas Forêt pour toutes ces réponses. Avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez nous proposer un sujet qui serait intéressant de traiter pour notre média Logos, en dehors des sujets du numérique, ou alors si c'est quelque chose qui est connexe aux enjeux du numérique, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez une idée? Un sujet, on a abordé beaucoup de sujets. Vous savez, mon défaut, c'est que je suis concentré sur mon combat. Alors je vois beaucoup de sujets qui ont un lien avec mon combat. Allez-y. S'il y a un petit point... Non, je pense qu'un sujet fondamental aujourd'hui, c'est l'éducation de nos enfants vis-à-vis de ce monde technologique en progression folle, en vitesse folle. C'est toute la question aussi peut-être du rapport entre l'enseignement classique, l'éducation nationale pour faire simple, et toute cette EdTech, comme on dit, qui progresse, parfois de façon frontale. Je pense que le sujet de l'éducation, c'est un sujet majeur. Écoutez, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci à vous. C'était très intéressant. Bien, merci beaucoup.